Bienvenue à tous. Notre invité aujourd'hui est son Excellence Ali Touré, porte-parole de la plateforme Côte d'Ivoire Vision. Vous êtes aussi diplomate, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales de produits de base. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, l'actualité ivoirienne ces dernières heures, c'est aussi une manifestation de plusieurs partis et mouvements politiques tenus ce week-end en France. L'un des orateurs, capitaine Koné Ibrahim, proche de Guillaume Soro, a dit en ces termes, et je cite, « Ouattara va dégager par la force des armes et qu'ils ont l'expertise de la guerre ». Votre commentaire sur ces faits? D'abord, je voudrais vous remercier de m'inviter sur ce plateau. Effectivement, j'ai eu écho de ces propos qui ont été tenus à Paris lors de ce week-end. Je voudrais d'abord condamner ces propos irresponsables et demander par la même occasion à tous ceux qui sont membres de cette plateforme de faire un communiqué et de se désolidariser de ces propos. Ce ne sont pas des propos de nature à raffermir la cohésion nationale. Ce ne sont pas des propos de nature à créer une ambiance de paix et de réconciliation dans un pays. Donc je condamne ces propos, je pense qu'ils ne sont pas responsables. Alors, ce même week-end, c'était aussi la messe pour la paix et la réconciliation organisée par l'Église catholique. Le cardinal Jean-Pierre Coutois a dit aux fidèles, et je cite, « Ayez le courage prophétique de vous dresser contre les germes de la guerre ». Quelle lecture faites-vous de cet invite du cardinal? Je pense, comme l'a dit le président de la République, tout le monde est fondé à apporter sa pierre à l'édifice national, à la consolidation de la démocratie et de la réconciliation. Et je suis d'accord avec ces propos. Si, effectivement, chaque Ivoirien est conscient qu'il faut se dresser contre les germes de la guerre. Parce que le pays a trop souffert, les Ivoiriens ont trop souffert des différentes crises en Côte d'Ivoire. Le document d'accord autour du code électoral sera signé ce lundi 17 février à 17 h. Que pensez-vous du fait qu'une partie de l'opposition s'exclut de ce dialogue politique? Le plus important dans un dialogue politique, c'est de ne pas créer la rupture. Dans un pays, l'opposition et le parti au pouvoir ne sont toujours pas d'accord sur les modalités pratiques relatives au fonctionnement de la démocratie et des institutions de la République. Je souhaite, et c'est un vœu que je formule, que le pouvoir et l'opposition puissent continuer à discuter et à trouver un terrain d'entente pour préserver la paix dans ce pays. Il y a des partis politiques de l'opposition qui souhaitent avoir une transition politique avant l'élection présidentielle d'octobre prochain. Cette proposition est quand même bonne, n'est-ce pas? Elle n'a aucun sens. Les transitions politiques en général sont envisagées quand le pays est en crise ou quand les institutions ne fonctionnent pas. Il s'avère qu'en Côte d'Ivoire, le pays n'est pas en crise, le pays est réunifié, les institutions fonctionnent, rien ne justifie une transition politique. Le 13 février dernier, le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, a eu une rencontre avec le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, à la présidence de la République. D'abord, que pensez-vous de cette démarche un opposant politique chez le vice-président? En théorie, c'est une bonne approche. Et c'est ce que je conseille vivement à nos frères et nos amis de l'opposition, de continuer à dialoguer avec le pouvoir et vice-versa. Mais ce qui me gêne un peu, c'est que je ne sais pas à quel titre le président Affi-N'Guessan parle aux autorités, puisque vous vous souvenez qu'un certain congrès avait radié Affi du Front populaire ivoirien. Ensuite, ses amis du FPI ne le reconnaissaient pas. Ensuite, il est là à Bruxelles, il n'a pas été reçu. Donc, je me demande à quel titre le président Affi parle et qui l'envoie. Dès qu'on aura répondu à ces questions, on aura peut-être plus de lisibilité dans la démarche. Mais je salue la démarche et j'espère qu'elle est sincère. Alors, au cours de cette même rencontre, ils ont échangé sur plusieurs questions d'actualité, dont le retour au pays de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro pour une dynamique de réconciliation nationale et la reconstruction du pays, dit-il. Vous qui êtes pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire, partagez-vous cet avis de Pascal Affi-N'Guessan? Je suis pour la paix et la réconciliation, mais je suis surtout pour la justice. Le président Gbagbo et M. Charles Blé Goudé sont en procès à La Haye, à la CPI. Je souhaite qu'on laisse les institutions judiciaires faire leur travail, aller jusqu'au bout, et ensuite on verra ce qu'il faut faire. Mais je ne crois pas que ce soit opportun de mélanger les genres. Je suis pour la séparation des pouvoirs. Le président Ouattara incarne l'exécutif en Côte d'Ivoire. Ces deux Ivoiriens sont dans les mains de la justice internationale.
il faut laisser la justice faire son travail et ne pas interférer dans les démarches et les procédures de la CPI. Mais l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, a signé à sa résidence depuis son acquittement en janvier 2019 d'accusations de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale CPI, a réclamé le jeudi 6 février dernier une liberté sans condition. Et ses avocats estiment qu'une personne acquittée doit pouvoir exercer l'intégralité de ses droits, y compris ses droits politiques et civils. Qu'est-ce qui maintient alors ces deux individus hors du pays? Ça, c'est un débat entre les avocats du président Gbagbo et la CPI. Ça, c'est pas mon débat, ça. Et dans votre analyse, qu'est-ce qui ressort là? Moi, je n'ai aucune analyse là-dessus. Il est entre les mains de la justice internationale. Il appartient à ses avocats de gérer ça avec la Cour pénale internationale. Et comme je vous l'ai dit, chacun doit jouer son rôle. Moi, mon rôle, c'est au niveau de notre plateforme que nous avons, de sensibiliser les Ivoiriens, de leur dire que nous avons un beau pays et qu'il faut que nous nous entendions sur un minimum pour que ce pays marche dans la droiture. Et surtout, sensibiliser pour éviter que nous refassions les mêmes erreurs. Car on a l'impression que les Ivoiriens n'ont pas tiré les leçons de toutes les crises que nous avons suivies. Alors vous qui résidez hors de la Côte d'Ivoire en Grande-Bretagne, l'actualité internationale, c'est que le Parlement européen a signé l'accord du retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Quelles pourraient être des conséquences de ce retrait pour des pays comme la Côte d'Ivoire et surtout pour la coopération avec l'Afrique? Non, pas les conséquences. En effet, le Royaume-Uni a quitté officiellement l'Union européenne le 31 janvier dernier. Et c'est une opportunité pour les pays africains. Je voudrais ici indiquer qu'à la faveur du dernier sommet Royaume-Uni-Afrique, 20 chefs d'État ont été invités, dont la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est un pays qui compte pour les autorités britanniques. Et il s'agit pour la Côte d'Ivoire et ces autres pays de l'Afrique de pouvoir tirer toutes les opportunités qui s'offrent à notre continent. Je peux vous dire, ayant eu le privilège et la chance d'être dans la délégation du président à Chatham House et à Royal African Institute, je peux vous dire que les investisseurs se bousculent au portail de la Côte d'Ivoire. Alors bientôt, nous aurons une nouvelle monnaie. Nous allons laisser le franc CFA pour utiliser cette monnaie qu'on appelle l'eco. Comment a été accueillie en Grande-Bretagne la question sur laquelle bientôt nous aurons l'eco? Bon, ça c'est une question qu'il faut poser aux banquiers. Moi je ne suis pas banquier. J'ai écouté plusieurs fois le président Ouattara nous parler de la transition du franc CFA à l'eco. J'ai compris grosso modo le mécanisme. Mais les questions techniques, je préfère les laisser aux banquiers qui savent de quoi ils parlent. Alors, l'eco sera arrimé à l'euro. Quelle incidence sur l'économie ivoirienne? Il n'y a que les banquiers qui peuvent vous répondre. Moi, je fais confiance au président Ouattara. Il nous a dit de ne pas nous inquiéter. C'est une décision des chefs d'État d'Afrique. Les mécanismes de règlement sont en place. C'est un processus graduel. Les pays doivent répondre aux critères de convergence pour adhérer à cette monnaie et que le processus sera fait de manière graduelle. Alors, mais pourquoi fait-il qu'aujourd'hui, nous avons une remarque qu'il n'y a pas une forte mobilisation des investisseurs économiques britanniques en Côte d'Ivoire? Mais qui peut juger de ça? Le président Ouattara et sa délégation viennent de Londres. Nous avons été témoins de l'engouement que les investisseurs britanniques ont pour la Côte d'Ivoire, dans l'agriculture, dans le commerce, dans les nouvelles technologies, dans les hydrocarbures. On ne peut pas dire ce que vous venez de dire. Mais comme en général, les gens sont toujours de mauvaise foi, ils peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais moi, je peux vous dire que le président Ouattara a été comme une superstar à Londres quand il est venu et quand il a exposé les opportunités que la Côte d'Ivoire offre et les opportunités que la Grande-Bretagne peut offrir à la Côte d'Ivoire. Alors, quel est le rôle et la mission de l'Organisation internationale de produits de base? C'est la représentation permanente de la Côte d'Ivoire à Londres. Nous sommes l'interface entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et toutes les organisations de produits de base. Le café, le cacao, le palmier à huile, l'anacade, le coton, les céréales, le caoutchouc, etc. Donc nous sommes au milieu et nous sommes entre le gouvernement et toutes ces organisations. Nous siégeons dans ces organisations pour le compte de la Côte d'Ivoire. Nous négocions ou renégocions les accords. Nous assistons au conseil de ces organisations. Nous faisons la promotion des produits de base. Nous assistons aux différentes expositions, aux différentes foires. Nous participons au Salon du chocolat pour le compte de la Côte d'Ivoire et nous sommes souvent au Salon de l'agriculture à Paris. Alors, y a-t-il quand même des grands dossiers que vous avez eu à traiter? Oui, nous avons le plus grand dossier que nous avons traité, par exemple en 2015, c'est la délocalisation du siège de l'Organisation internationale du cacao de Londres à Abidjan.
Alors parlons du cacao aujourd'hui. Comment va le cacao ivoirien? Le cacao ivoirien se porte très bien. Nous avons, suite à la réforme du président en 2013, amélioré sensiblement la qualité du cacao, très fortement d'ailleurs. Aujourd'hui, les prix ont une embellie. Le cacao ivoirien est prisé sur le marché international et nous sommes le premier producteur mondial de cacao. Alors, suite à une conférence de presse que vous avez tenue en France le 1er février dernier, vous avez annoncé le changement du nom de votre mouvement. C'était autrefois Convergence 2020, qui est devenu maintenant Côte d'Ivoire Vision. Pourquoi avez-vous décidé de changer le nom du mouvement? Merci. En effet, en 2013, nous avions mis en place une plateforme dénommée Convergence 2020. Suite aux propos du président Alassane Ouattara de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, nous avions estimé qu'il était important que nous mettions une plateforme pour l'accompagner. Les objectifs de la plateforme étaient de définir et d'aider à comprendre le concept de l'émergence. Par ailleurs, nous avons décidé, entre Ivoiriens, de participer au processus de réconciliation au niveau de la diaspora, car vous vous souviendrez qu'au lendemain de la crise post-électorale, les Ivoiriens se regardaient en chien de faïence, il y avait un mur de méfiance et il fallait briser ce mur de méfiance. Et nous avons été la première organisation dans la diaspora à organiser une rencontre entre les pro-Gbagbo et les pro-Ouattara. Et cela s'est bien passé. Alors, de 2013 à 2020, nous avons fait un bilan. Nous avons estimé, que le président de la République avait assez fait au niveau de la réconciliation. De deux, que les Ivoiriens, en fait, n'avaient pas de problème de réconciliation, mais on avait une classe politique qui faisait des accords et des désaccords chaque 5 ans. Et de trois, nous avons décidé de participer au débat en Côte d'Ivoire à la faveur des élections présidentielles. Donc nous avons changé la dénomination Convergence 2020 et le mouvement s'appelle dorénavant Côte d'Ivoire Vision. Alors, merci Excellence d'être passé à cette émission. Je rappelle que vous êtes le représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales de produits de base. Et bonne suite de programme sur RTV. Merci.